Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Magnifique. Est-ce que on doit attendre ou pas? Je sais pas. Vous êtes carrément en 2, quoi, Je OK. sais qu'il y en a qui avaient labo à l'ECAM, il y en a qui avaient labo avec vous justement, et puis nous en fait on a fait partie de la série qui avait pas labo. D'accord. OK, on va encore attendre 2 minutes alors? Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas, hein. Bon, on va démarrer, hein. Donc comme je vous le disais la fois passée, c'est-à-dire, lundi, on a clôturé complètement la partie commande prédictive. Donc on va entamer ici notre deuxième chapitre, qui s'appelle commande robuste ou robustesse en contrôle. Donc dans un premier temps, vous allez voir qu'on va redémarrer sur quelque chose de tout à fait différent, même si après on va, partiellement revenir vers la commande prédictive pour justement reparler robustesse et commande prédictive. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est commencer par ce que vous connaissez déjà, en lien direct ou indirect avec la robustesse, pour essayer de bâtir là-dessus des choses, plus, liées à ce qu'on appelle les méthodes modernes de réglage, quelles vous n'avez encore, jamais faites. Alors n'hésitez pas à m'arrêter, surtout vous n'êtes que 2, donc ça peut être interactif. Alors, oui, je ne partage pas le bon écran, donc c'est pas très intéressant. Tac, tac. Je suis désolé, je devrais peut-être vous laisser avant la fin du cours. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai malheureusement un rendez-vous. Mais voilà, je Ça tenais va, à vous prévenir au cas où vous en rendrez compte. ça va, merci, c'est délicat. Donc, robustesse, qu'est-ce que c'est? Beh, faisons le lien avec ce que vous connaissez déjà et en réalité, ce que vous connaissez déjà très bien, ce sont les notions de marge de gain, marge de phase. Donc la première chose que je voudrais faire avec vous et vous l'avez déjà fait, mais rapidement avec monsieur De Bruyne,
c'est faire le lien entre marge de gain, marge de phase et cette notion de robustesse pour voir quel est l'avantage de cette notion de robustesse par rapport aux marge de gain, marge de phase. Et la conclusion vers laquelle on va aller, on peut directement le dire, c'est que le critère de robustesse que l'on va utiliser est plus simple et plus fort qu'utiliser marge de gain et marge de phase. Donc plus simple et plus fort, donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas l'utiliser, mais vous allez voir que c'est un tout petit peu plus complexe que marge de gain, marge de phase, raison pour laquelle dans le cours de base, en troisième, on a largement introduit les notions de marge de gain, marge de phase, mais pas encore vraiment cette notion de robustesse avec le pic de sensibilité que l'on va introduire aujourd'hui. Donc, quel est le lien justement avec marge de gain et marge de phase? Il y a une manière très très simple de voir ça, c'est en travaillant dans le diagramme de Nyquist. Donc, dans le diagramme de Nyquist, on a nos deux axes, et qu'est-ce qu'on trace dans le diagramme de Nyquist? Typiquement, on va tracer l'évolution à fréquence ou pulsation qui augmente. De quoi? Chaque point ici sur ma courbe est le produit de mon régulateur fois ma fonction de transfert de mon process. Donc on est en train de raisonner ici sur un régulateur qu'on appelle R de S, un système qu'on appelle H de S, et on s'intéresse à la stabilité. On va parler de stabilité robuste évidemment dans 2 minutes. Stabilité de cette boucle fermée ici. Donc vous savez que ce qu'on met dans le diagramme de Nyquist, c'est bien le produit de la chaîne directe R fois H, même si ce qu'on va caractériser, c'est la stabilité de la boucle fermée. Donc on utilise RH, donc boucle directe, même pour si le but final est de critiquer la stabilité de la boucle fermée complète. Alors, marge de gain, marge de phase et stabilité. D'abord, parlons du critère de stabilité que vous connaissez bien. Le système il va être stable si le diagramme de Nyquist ne s'enroule pas en passant autour du point -1, 0, donc notre point critique. Par exemple, ici, ce que j'ai dessiné comme diagramme de Nyquist bleu pour la fonction de transfert de boucle de chaîne directe RH est stable parce qu'il n'a pas tendance à aller s'enrouler de l'autre côté du point de l'instabilité. Ça, c'est connu depuis longtemps. Alors, les marges de gain et les marges de phase, où elles sont, mais ça, vous l'avez déjà vu aussi. Et donc, marge de gain, je vais changer de couleur. Ça, c'est pas très beau. Marge de gain, où est-ce qu'elle est? On a ici une distance qui est 1 sur la marge de gain. Marge de phase, où est-ce qu'elle est? Pour la construire, on doit faire un cercle de rayon 1. On va regarder où on a une intersection avec notre diagramme de Nyquist. Ici, on peut tracer un rayon et notre marge de phase, c'est l'arc de cercle, enfin, correspond à l'angle défini par l'arc de cercle que je suis en train de définir ici, notre marge de phase. Alors, pourquoi est-ce que c'est faible? Et donc, on va montrer l'avantage de travailler avec un autre critère qu'on va appeler le pic de sensibilité. Il y a deux raisons. Déjà, vous pourriez très bien avoir un système avec une bonne marge de gain et une bonne marge de phase, mais qui est quand même assez peu robuste dans le sens où il est proche de l'instabilité. Alors, je vais en dessiner un ici vraiment en exagérant, mais c'est pour montrer l'idée. Si je reprends un diagramme de Nyquist, que j'essaie de dessiner à peu près la même marge de gain. Autrement dit, ma marge de gain, j'ai dit qu'elle était ici. Ce qui veut dire que mon diagramme Nyquist doit passer par là. On sait qu'à basse fréquence, il va être ici. On... Tac, tac, tac. On dessine la même chose pour la marge de phase. Donc je vais aller chercher mon point ici, pour qu'il soit à peu près le même. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon diagramme de Nyquist doit passer par ici. Donc en utilisant uniquement marge de gain, marge de phase, soit j'ai le diagramme bleu que j'ai dessiné à gauche, qui a à peu près cette tête-ci, mais avec les mêmes marges de gain, marge de phase, je pourrais très bien avoir ceci. Bref, je pourrais en avoir une infinité de fonctions de transfert RH qui passent par ces deux points-là et donc qui ont cette marge de gain et cette marge de phase. Je pourrais même en dessiner un qui ici est vraiment foireux, mais c'est vous montrer l'idée. Je pourrais imaginer avoir quelque chose comme ceci. Autrement dit, qu'il y a une bonne marge de gain et une bonne marge de phase, mais, pour revenir à cette notion-là, qui est assez proche du point d'instabilité, parce que ici, j'ai un point qui n'est pas tellement loin de venir s'enrouler autour de mon point
critique, donc mon point d'instabilité. Donc ici, je l'exagère, il y a des fonctions de transfert qui correspondent à peu près à ce que je dessine ici. Elles sont assez spéciales, hein, on les fait presque exprès. Mais donc sur le principe, ce que je veux dire, c'est que marge de gain et marge de phase, ça ne contrôle finalement la stabilité qu'en 2 points du diagramme de Nyquist, autrement dit qu'en 2 fréquences. Et donc ce n'est pas tout à fait général. C'est la première faiblesse qu'on peut donner à la marge de gain et à la marge de phase. La deuxième faiblesse, c'est que on a besoin de 2 critères si on veut assurer la stabilité. On a besoin d'assurer et la marge de gain et la marge de phase. Donc ça fait déjà 2 critères qui nous disent, bah oui, c'est pas l'outil le plus facile pour critiquer la robustesse, cette notion de marge de gain et de marge de phase. Alors c'est pour ça qu'on va aller vers une autre notion qui va résoudre ces 2 choses-là. Le problème, même si ici un petit peu exagéré, que j'ai ici avec une bonne marge de phase et une bonne marge de gain, mais peu de marge de stabilité, comme je le dessine ici. Ça, on n'aura plus ce problème-là avec la notion de pic de sensibilité qu'on va appliquer. Et en plus, deuxième problème que j'ai évoqué, on va le surpasser parce qu'en réglant uniquement, en s'assurant uniquement d'une marge de robustesse, eh bien, on s'assurera à la fois et de la marge de gain et de la marge de phase. Autrement dit, on ne devra pas tirer 2 critères. C'est important parce que quand on essaye de faire de l'optimisation et qu'on essaye d'améliorer la marge de phase, ça peut se faire aux dépens de la marge de gain et inversement. Donc quand on veut essayer d'optimiser, c'est pas évident, on devrait commencer à pondérer l'un et l'autre selon quels critères, parce qu'ils sont pas du tout dans les mêmes espaces. Donc ça a peu de sens, mais vous allez voir que tout ça, finalement, on n'a plus besoin de le faire quand on passe à cette notion de pic de sensibilité, de fonction de sensibilité, et c'est vers ça qu'on est en train d'arriver. Alors cette notion de sensibilité, justement, on va aller zoomer un petit peu du côté qui nous intéresse, du côté proche de l'instabilité. Le pic de sensibilité, on va le définir comme ceci. On va dire que la sensibilité, la stabilité, on sait qu'on l'assure quand on ne s'enroule pas autour du point d'instabilité. Autrement dit que la distance que j'ai entre le point d'instabilité moins 1 et 0, ou le point critique moins 1, 0, et le diagramme de Nyquist est une bonne image de ma robustesse. Et donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'un critère de robustesse, un critère de stabilité plutôt robuste, ce serait d'aller chercher le point le plus proche de mon point critique. Donc si je le dessine à peu près bien, je devrais être à peu près tangent ici, hein, par rapport à mon écu. Ce n'est pas tout à fait le cas ici, vous voyez l'idée de mon dessin. Et donc, cette distance-ci, elle est fondamentale, je répète, l'idée, c'est d'aller chercher la plus petite distance entre tous les points du diagramme de Nyquist, donc pour toutes les pulsations, toutes les fréquences, et ce point critique. C'est sûr que si cette distance est très grande, ça montre que je suis loin du point critique, et donc que j'ai une grande marge de stabilité. Donc, de 1, c'est quelque chose qui m'évite le problème de j'ai parlé ici. De 2, on va voir qu'avec ce critère-là, je garantis et la marge de phase et la marge de gain, donc j'ai plus besoin de me traîner ces deux-là, parce que si je travaille avec la nouvelle notion qu'on est en train d'évoquer, eh bien, elle sera plus forte que les deux autres. Alors, pour traiter ça de manière plus analytique, on va donner un petit nom à cette distance-ci, justement, qui nous intéresse. Pour les raisons qui vont apparaître après, on la définit comme l'inverse de quelque chose, mais on va l'appeler 1 sur ms. Donc cette distance-là, c'est 1 sur ms. Donc la plus petite distance entre le point critique et tous les points du diagramme de Nyquist, autrement dit pour toutes les pulsations, toutes les fréquences, on va l'appeler 1 sur ms. Alors c'est évident que l'objectif pour avoir une stabilité robuste, ça va donc être d'essayer d'avoir une grande distance 1 sur ms. Et donc assurer une stabilité robuste, ça va se faire en... Oh, ça serait pas utile. Ça va se faire en... check. En assurant une maximisation, vous voyez la notion d'optimisation qui va arriver petit à petit, une maximisation de la distance 1 sur ms. Ou bien, ça revient au même, une minimisation de la distance ms. Eh bien, vous allez voir que c'est là-dessus qu'on va baser toute cette notion de robustesse, de commande robuste. Vous verrez qu'on va aussi parler de commande h infinie pour des raisons qui vont apparaître plus tard. Alors, je voudrais d'abord faire le lien entre ce que vous connaissez déjà, donc marge de gain, marge de phase, et ceci. Alors pour ça, il y a une petite construction graphique toute simple qui me permet justement de les relier. Je vais redessiner la partie qui m'intéresse en plus grand pour pouvoir la traiter clairement. On a dit que la marge de gain, si le diagramme de Nyquist passait par ici, la marge de gain, et on pouvait la retrouver ici à l'envers, donc on avait 1 sur la marge de gain. Je vais dessiner mon diagramme de Nyquist qui va être comme ceci. Et je vais dessiner ici mon point critique.
avec donc ici mon morceau de cercle. Lui, évidemment, il faut qu'il passe par ici, sinon je n'aurai pas ma marge de phase, vu qu'elle est ici, marge de phase. Et donc, c'est bien cet arc-ci qui définit l'angle qui me permet d'avoir la marge de phase. Et ici, je peux dessiner tout simplement un rayon. Donc, cette notion de pic de sensibilité, où est-ce qu'elle se retrouve? Je vais aller chercher la plus petite distance. Alors, mon dessin n'est pas super bien fait, mais à l'œil, je vais dire que c'est à peu près ici. Ça, c'est la plus petite distance entre tous les points qui constituent mon diagramme de Nyquist, donc pour toutes les pulsations, et mon point critique. Lui, on vient de dire qu'on l'appelait 1 sur ms. Ça veut dire quoi si c'est le plus petit? Ça veut dire que cette distance 1 sur ms rouge, elle est d'office plus petite que cette distance-ci. C'est logique, vu que le 1 sur ms, il vient chercher ce point-ci. Et comment est-ce qu'on l'a choisi, ce point-ci? C'est celui qui a la plus petite distance entre le point critique et tous les points du Nyquist. Comme ce point-ci est un autre point de Nyquist, il est très clair que la distance jaune doit d'office être plus grande que la distance rouge. Et ces distances jaunes, c'est quoi? C'est rien d'autre que ceci, qui est 1 de mon diagramme de Nyquist, moins la distance verte que vous voyez ici, qui est 1 sur la marge de gain. Autrement dit, comme lien entre la marge de gain et le pic de sensibilité, on peut déjà écrire que la distance 1 sur ms est d'office plus petite que 1 moins 1 sur la marge de gain. Donc soyons clairs, on dit simplement que cette distance-ci est plus petite que cette distance-ci. C'est logique parce que par définition, la première, la rouge, on l'a choisie comme étant la plus petite des distances entre chacun des points de Nyquist et le point critique. Ça, c'est une première équation, on y reviendra tantôt, elle fait déjà le lien entre marge de gain et pic de sensibilité. Alors faisons la même chose pour la marge de phase, il faut juste faire une petite construction graphique pas bien compliquée. Cette construction graphique, de nouveau je vais la mettre en jaune, elle fait appel à un segment de droite qui lie le point critique au point pour lequel on trouve la marge de phase, donc ce point-ci. On va tout simplement diviser en deux ce segment de droite, en deux parties identiques, et tirer ça jusqu'ici. Autrement dit, ici j'ai un angle droit, ici j'ai un angle droit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Si ceci est ma marge de phase, je peux dessiner ici alors un angle qui sera d'office 2 fois plus petit, ça sera la marge de phase divisée par 2. Et qu'est-ce que je peux dire? Étant donné que ceci c'est 1, je peux dire finalement que cette distance-ci, c'est le sinus de marge de phase divisé par 2. Donc cette distance-ci, c'est sinus de marge de phase divisé par 2. Et étant donné que cette distance-ci, je l'ai 2 fois, on a commencé à dire qu'on avait coupé ce truc-là en 2, on peut dire que cette distance-ci, elle est égale à 2 fois sinus de marge de phase divisé par 2. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce point-là? Comment est-ce qu'il est défini? Encore une fois, on a été chercher ici le point qui nous définit la marge de phase. Et donc, assurer la stabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est certain que par la même raison, à savoir que la distance rouge qu'on a choisie est la plus petite des distances entre le point critique et chacun des points de Nyquist, celui que je viens ici de remontrer encore étant un des points de Nyquist, par le même raisonnement, on est sûr que la distance rouge, 1 sur ms, est plus petite que 2 fois sinus de la marge de phase et demi. Et il y a un cas limite pour lequel on pourrait avoir qu'on a une égalité, mais ce serait vraiment le hasard. Ça veut dire que le point critique se retrouve sur soit de ce point-ci, soit de ce point-ci. Laissons-le correct, laissons cette égalité, même si elle n'est pas très pragmatique. Et donc voilà ces deuxième équation, et ces deux équations nous montrent le lien entre marge de gain et marge de phase. Alors c'est intéressant de rapidement les retriturer un petit peu, pour exprimer à l'envers ce qu'elles veulent dire, à savoir exprimer la marge de gain comme étant une fonction de la marge de phase, et vous allez voir que je mets une égalité, même si ce qui est intéressant, c'est en fait d'aller vers une inégalité, ça va venir tout seul, et la marge de phase, même chose, on va la réexprimer en fonction de. Alors pour réexprimer en fonction de, je reprends la première,
Et pour la première, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire passer la marge de gain à gauche de mon inégalité, comme ça je change de signe, et il me reste du 1 moins 1 moins ms, donc le 1 moins ms passe de l'autre côté de l'inégalité et change de signe. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ceci, si je mets ms en évidence, ça me fera du 1, ça me fera du ms moins 1. Et donc ceci nous amène à quoi? Ceci nous amène au fait que maintenant je peux la réexprimer avec am, mis en évidence, et étant donné que AM est ici au dénominateur, ben si je veux l'isoler, j'inverse numérateur et dénominateur, mais je dois évidemment changer le signe de l'égalité, et donc j'ai AM plus grand que MS sur MS plus 1, moins 1. Et donc ça, c'est une des équations que je voulais ici, elle est fondamentale, et c'est surtout le signe de l'inégalité qui m'intéresse, parce que ça montre que si j'assure un certain MS, eh bien je suis sûr, et c'est vraiment important, que la marge de gain sera au moins aussi grande que quelque chose que je peux calculer, et qui est une fonction de MS. Mais ce qui est vraiment important, c'est que si on s'assure d'avoir un certain MS, et on va mettre quelques chiffres dessus pour être plus concret et faire le lien avec les valeurs que vous connaissez pour les marges de gain et marge de phase, eh bien la marge de gain sera au moins aussi grande que. Donc le sens de cette inégalité est vraiment très important. Et on va arriver à la même conclusion pour la marge de phase, et on va faire le calcul également, en partant de notre deuxième équation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va essayer d'isoler la marge de phase, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que marge de phase divisé par 2 est égal à, toc 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 toc, ça sera plus grand que 1 sur 2 ms, donc c'est ce 2 ci que je fais passer de l'autre côté. Le signe de l'égalité est correct et j'ai ici un arc sinus 2. Et comme j'ai un 2, ben finalement je le vire et j'ai le 2 qui vient ici. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, c'est ça qui est important, une inégalité qui va dans ce sens-là. La marge de phase sera au moins aussi grande qu'une fonction du pic de sensibilité. Donc ça, c'est quelque chose de très très important, uniquement pour cet aspect-là. C'est vraiment l'aspect plus grand que. Ça vous montre quoi? Ça vous montre que si on travaille avec cette valeur de ms, eh bien, elle va nous garantir d'avoir une marge de gain et une marge de sensibilité. C'est très important, ça veut dire que je peux finalement oublier ma marge de gain, marge de phase. Si je travaille avec ce ms, je suis sûr qu'elles seront garanties, parce que ce sera au moins aussi grand que. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. On n'aura plus ce problème dont je parlais il y a 5 minutes en disant que si je voulais faire du contrôle optimal, essayer de garantir une bonne marge de gain et une bonne marge de phase, eh bien, quand j'essayais d'optimiser l'une, je risquais de le faire au détriment de l'autre, et donc devoir commencer à pondérer, etc. Mais pondérer une marge de gain et une marge de phase qui n'ont rien à voir au niveau des unités, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ici, on a quelque chose qui va nous permettre de passer à côté de ce problème de compromis. Donc c'est quelque chose de vraiment fondamental, et ça nous permet de faire le lien entre ces marges de gain et marges de phase que vous connaissez, et ce pic de sensibilité, dont vous avez une interprétation graphique assez évidente ici avec la ligne rouge et la plus petite distance telle que blablabla, donc la distance par rapport au point critique, et les marges de gain et marges de phase telles que vous connaissez. Alors les ordres de grandeur des marges de gain et marges de phase que vous connaissez, en général en linéaire on parle de 2 à 5 comme marge de gain, de 30 à 45 ou 60 comme marge de phase, et donc on est dans quel ordre de grandeur pour le pic de sensibilité? Eh bien on a un ms qui va être entre 1,3 et 2 à peu près. Ça, c'est l'ordre de grandeur pour garantir les marges de gain et les marges de phase classiques. Donc, encore une fois, fondamental, si je m'assure d'avoir un certain pic de sensibilité, ça me garantit d'avoir une marge de gain et une marge de phase au moins aussi bonne que. Et donc, avec un seul critère, ce MS, eh bien, je garantis l'obtention de mes deux critères, marge de gain et marge de phase, mais en plus, j'évite de tomber dans le piège que j'ai défini ici de manière un peu exagérée, pour lequel ce scénario nous disait qu'on avait une bonne marge de gain et une bonne marge de phase, mais qu'on avait quelque chose qui était quand même très proche de l'instabilité, voire même instable, comme je l'ai dessiné en jaune, même si c'est vraiment caricatural. Donc ça, c'est la première approche de robustesse, et vous allez voir qu'on va essayer d'en donner plusieurs interprétations, mais ça, c'était la première. Dans le diagramme de Nyquist, cette distance par rapport au point critique, et ça fait le lien avec quelque chose que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Donc ça, c'était la première interprétation pour cette notion de robustesse. On va essayer de lui donner d'autres interprétations, parce que vous allez voir que ça va permettre d'en faire plein de choses. Alors, la deuxième interprétation, c'est quoi? Avant d'y passer,
je voudrais quand même revenir sur ce qu'on a fait ici de manière très graphique et revenir plus vers un aspect fonction de transfert. On est bien d'accord que ce qu'on met dans le diagramme de Nyquist, c'est la fonction RH, R fois H, donc la chaîne directe, on l'a évoqué tout à l'heure. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut exprimer MS par rapport à ça? Encore une fois, je vais repartir sur le même genre de schéma. Si on a ici notre diagramme de Nyquist, on vient de dire que chacun des points ici, c'était la fonction de transfert R, H, fonction de S évidemment, fonction de la pulsation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire lorsque l'on va venir ici chercher notre 1 sur ms, cette distance-là, c'est quoi en réalité cette distance? Eh bien, pour chacun des points, on peut exprimer que le diagramme de Nyquist, qu'est-ce qu'il fait en fait? La distance que j'ai ici, je peux la voir comme étant directement une conclusion du chemin que je fais ici. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai 1, pardon, je dois aller dans l'autre sens, j'ai 1 ici, donc j'ai plus 1, et puis je rajoute ici mon RH. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Cette distance, ça va être quoi? Ça va être 1 plus RH. Donc je répète parce que j'ai été un petit peu brouillon. La distance qui m'intéresse ici, mais je veux bien qu'on voit le sens de ma flèche parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui est important dans le raisonnement ici. Cette distance-ci, c'est quoi? C'est un vecteur que je peux construire en disant que c'est ce vecteur-ci plus ce vecteur-ci. Et ce vecteur-ci, c'est le même que le rouge, hein, c'est juste le même pour une autre pulsation. Et donc j'ai 1 ici plus ça. Autrement dit, la distance 1 sur ms qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut en dire pour faire le lien avec la fonction de transfert? J'ai dit que c'est ça que je voulais faire. 1 sur ms, ça va être quoi? Ça va être la plus petite distance qu'on vient de calculer comme étant 1 plus RH, la plus petite distance en valeur absolue pour toutes les pulsations. Ou une autre manière de le dire, c'est que ms, ça va être le maximum pour toutes les pulsations de 1 sur 1 plus RH. Donc ça, c'est important, ça fait le lien entre ce critère finalement graphique qu'on a vu jusqu'ici, on a démarré en disant c'est simplement la distance par rapport au point critique, pour redémarrer de quelque chose qu'on connaissait bien. Si on veut faire le lien avec la fonction de transfert, voilà déjà une équation qui va nous servir dans la suite. Alors, je disais deuxième interprétation. La deuxième interprétation, elle demande d'aller chercher de nouveau la boucle fermée et d'y introduire quelques autres signaux. Donc ma boucle fermée, c'est de nouveau une chaîne directe avec régulateur système. Et qu'est-ce qui nous intéresse dans cette chaîne directe? Eh bien, le fait que j'ai ici une consigne ou une référence, petit r. Le fait que j'ai ici, je vais mettre une perturbation de sortie, petit d. Ça me permet de calculer la sortie. Cette sortie, sur son capteur, avant de la ramener vers le régulateur, eh bien, j'ai un bruit de mesure, petit n. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme fonction de transfert, qu'on a comme fonction de transfert sur ce système qui a une sortie et 3 entrées, référence, perturbation et bruit? C'est simplement un calcul de boucle fermée, comme vous l'avez déjà fait 20 000 fois, donc on va le faire assez rapidement. La sortie, c'est quoi? C'est D plus R H. Et qu'est-ce qu'on a ici comme signal? Eh bien, on a R moins la rétroaction, c'est Y plus N, donc moins Y moins N. Autrement dit, D plus RH fois la référence, moins RH fois la sortie, moins RH fois le bruit. On a du Y d'un côté, on a du Y de l'autre, vous savez qu'on va pouvoir mettre en évidence Y1 plus RH, et vous voyez évidemment venir la fonction de transfert en boucle fermée, et le polynôme caractéristique que vous connaissez depuis 100 milliards d'années. Et donc on a ici 1 fois D, vous allez voir pourquoi je mets un 1 devant, ça va me faire gagner un tout petit peu de temps après, plus RH fois la référence, moins RH fois le bruit. Et donc pourquoi est-ce que je gagne un petit peu de temps? Parce que j'ai lu 1 plus RH ici, que je viens donc mettre ici. Et donc c'est assez intéressant parce que voilà une autre signification à la fonction de transfert qu'on a déjà liée à cette notion de pic de sensibilité qu'on a définie plus tôt. Et donc cette fonction de transfert, on va l'appeler fonction de sensibilité. Donc 1 sur 1 plus RH,
c'est ce qu'on va appeler la fonction de transfert S de S. Ce n'est pas le polynôme S d'un polynôme RST, hein, c'est une fonction de transfert S qui n'a donc rien à voir. Le S, c'est ici pour sensibilité, ça n'a donc rien à voir avec le S du RST. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben, effectivement, on retrouve cette fonction de sensibilité. Alors dans une troisième interprétation, on va mieux encore justifier pourquoi est-ce que ça s'appelle sensibilité. Et qu'est-ce qu'on a encore ici? Ben, on a une autre fonction, ben, vous la connaissez, hein, c'est la fonction de transfert classique du suivi de consigne, qu'on va appeler T. On va l'appeler fonction de sensibilité complémentaire, vous allez voir directement pourquoi. Et ici, on a la même, T de S. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'appelle complémentaire? Ben, vous voyez directement qu'il y a quelque chose qui les rapproche, ces deux-là. En effet, on peut parfaitement écrire que si je fais la somme des deux, quelle que soit la fréquence, si je fais la somme des deux, 1 plus RH plus RH sur 1 plus RH, je peux tout mettre sur 1 plus RH, c'est assez évident, et il me reste 1 plus RH. Ah ben, autrement dit, c'est 1. Ça, c'est un résultat très très important quand on va essayer d'optimiser, parce qu'on va devoir faire des compromis. Mais donc, ce qu'on voit ici, c'est que ces deux fonctions sont liées. La fonction de sensibilité et sa complémentaire, la fonction de sensibilité complémentaire, elles sont liées parce que la somme des deux vaut 1. Donc elles sont complémentaires. C'est important parce que ça veut dire que pour chaque fréquence, enfin pour n'importe quelle fréquence, si vous essayez d'augmenter un terme, eh bien vous allez diminuer l'autre. Alors c'est pas aussi direct parce que je vous rappelle que S et T sont des fonctions de transfert, autrement dit, c'est un vecteur, hein, c'est quelque chose qui a un module et un angle, donc c'est pas aussi direct que ça, mais de manière générale, on voit bien qu'on a un lien entre les deux. Si on a un qui va augmenter, l'autre va diminuer. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire à partir de ça? Mais, quels sont les objectifs de la régulation? On vient de dire ici que ceci, c'était notre fonction de sensibilité, ok, mais donc c'est quoi ça? C'est l'effet d'une perturbation D sur la sortie. Donc ça, ben, on veut absolument que ça soit le plus petit possible. Je veux absolument que S soit proche de 0 pour ça. Qu'est-ce que je peux dire de ceci? Ah ben ça, c'est ma fonction de transfert en boucle fermée, c'est l'effet d'une référence sur la sortie. Ben, je veux avoir un très bon suivi de consigne, donc elle devrait être proche R et 1. Autrement dit, je veux absolument que T soit à peu près égal à 1. Ici, c'est la dynamique qui lie le bruit de mesure à la sortie. Ben là, c'est l'inverse. Si je veux avoir une faible sensibilité au bruit, je veux absolument que cette fonction de transfert, ben c'est T aussi, soit à peu près 0. Et là, on voit directement ce dont vous avez déjà parlé souvent dans de nombreux cours de régulation, c'est le fait qu'on a des compromis à faire quand on a une boucle fermée. Il y a beaucoup de compromis, mais il y en a un ici qui saute aux yeux. Vous voyez bien que j'ai envie quelque part d'avoir une fonction de transfert t proche de 1, mais j'ai aussi envie d'avoir une fonction de transfert t proche de 0. Autrement dit, je suis bloqué. Oui, et je fais quoi avec ça? Ah ben, on a dit qu'elle était complémentaire, donc en réalité, celle-ci, elle revient exactement au même. Si S doit aller vers 0, eh bien, ça veut dire qu'on veut amener t à peu près égal à 1. Donc les deux premières, celle-ci et celle-ci, autrement dit la spécification qui concerne le rejet de perturbation et le suivi de consigne, ben, elles sont cohérentes. Par contre, la troisième que vous avez ici, elle va à l'opposé. Par chance, qu'est-ce qu'on a? On a un résultat qu'on va quand même pouvoir essayer, enfin on va quand même essayer de rendre tout le monde content même si on a un compromis, parce qu'on ne parle pas du tout de la même gamme de fréquences. Le bruit, autrement dit cette partie ici de mon problème, l'influence du bruit sur la sortie et donc cette exigence T proche des 0, ça c'est quelque chose qu'on a à haute fréquence. C'est le bruit de haute fréquence qu'on a ici modélisé en disant que sur le retour de ma mesure, sur le retour de la mesure vers le régulateur, j'avais une perturbation, j'avais un bruit N. Donc ça, c'est notre bruit haute fréquence. Alors que le suivi de consigne et la réjection de perturbation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent, donc on va être ici à basse fréquence. Autrement dit, on va avoir comme spécification le fait qu'à basse fréquence, on veut avoir S à peu près égal à 0, et donc T à peu près égal à 1, alors qu'à haute fréquence, ça va être l'inverse, on va avoir S à peu près égal à 1, et T à peu près égal à 0. Ça, c'est typiquement une spécification qu'on va avoir. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que là, je dis simplement haute fréquence et basse fréquence. Et on va essayer d'y voir plus clair en dessinant encore une fois ceci. Alors, plus dans un diagramme de Nyquist, mais simplement dans un diagramme fréquentiel. Donc, j'ai mes pulsations ici. Je mets ici à 0 dB, autrement dit 1 en linéaire.
Et donc, on va dessiner deux choses là-dessus. On va dessiner la fonction de transfert S et la fonction de transfert T. Alors, j'ai dit que c'était un peu simple de dire haute fréquence et basse fréquence. On va quand même essayer de commencer en disant que bon, si on est vraiment tout à fait à basse fréquence, là, il n'y a pas photo. Si on est vraiment à haute fréquence, il n'y a pas photo. Par contre, c'est entre les deux que ça va être un petit peu plus délicat. Donc, reprenons déjà ce qu'on sait, hein, à basse fréquence. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour T, on a dit qu'on allait avoir 1, autrement dit 0 dB. Donc T, ma fonction de transfert, eh bien, elle est ici proche de 0 dB ou proche de 1 en linéaire quand je suis à basse fréquence. En rouge, je vais dessiner ma fonction de transfert T de S. Par contre, à haute fréquence, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? On a 0 en linéaire, autrement dit moins l'infini en dB, donc je vais avoir quelque chose qui va être vers 0. Donc c'est toujours T de S que je dessine en rouge. Si on regarde maintenant la fonction de transfert S de S, L, eh bien on va vers un résultat opposé, vous allez voir, si on fait le même raisonnement, à haute fréquence, L, on va avoir un gain linéaire en 1, donc 0 dB, donc on va être à peu près ici, c'est ce qu'on voudrait bien avoir. Par contre, on vient de dire qu'on allait avoir 0 ou moins l'infini en dB quand on est à basse fréquence, donc on sera à peu près ici. Et entre les deux, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Cette fonction, elle est sûrement continue, ça y est, aucun doute, donc il va falloir que je descende quelque part comme ça. Mais en plus, on sait que, typiquement, on risque d'avoir un dépassement. On a quasiment tout le temps un dépassement dans cette fonction fréquentielle. Je parle de dépassement dans la fonction fréquentielle, pas dans la fonction temporelle, même si on sait que les deux sont liés. Et même chose ici, on va avoir quelque chose comme ça. Donc voilà l'exigence, d'un côté l'exigence qu'on a sur les fonctions de transfert T et fonctions de transfert S, et vous connaissez ici quelque chose que vous connaissez déjà, hein. Ici, imposer d'aller vers 0 dB, c'est ce que vous avez déjà fait depuis longtemps en imposant d'avoir un régulateur dans votre boucle fermée, et donc d'avoir une erreur statique nulle. Erreur statique, statique c'est bien basse fréquence, hein, extrêmement basse fréquence, et donc grâce à votre intégrateur, vous aviez déjà été positionné cette fonction T de S à très basse fréquence vers 0 dB. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on le voit un peu de manière différente. Et on approche cette notion plus fréquentielle et de lien avec le pic de la fonction de sensibilité. Et si on veut refaire le lien encore avec ce qu'on avait là-bas, dans Nyquist, c'était très visuel. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, on avait dit que MS, c'était le maximum de cette fonction ici, pour toutes les fréquences, et cette fonction, c'était le pic de sensibilité, la fonction de sensibilité. Mais c'est exactement celle qu'on vient de dessiner, en fait. Celle-ci, elle est toujours bien définie comme étant cette fonction de transfert-ci, où R et H sont aussi des fonctions de S. Autrement dit, si je m'intéresse au maximum de cette fonction, ou du module de cette fonction pour toutes les fréquences, je suis bien en train de regarder ici ce qui se passe avec les fréquences, hein. Donc qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que ce pic de sensibilité, il est très clairement visible ici. Ça, cette distance-ci, c'est mon pic de sensibilité. Et donc, encore une fois, s'assurer d'avoir un contrôle robuste, eh bien, c'est essayer de faire baisser cette bosse, essayer de faire baisser ce pic de sensibilité. C'est bien ça qu'on avait dit. Si on reprend notre raisonnement de base ici, hein, tout est cohérent. On avait dit qu'on voulait avoir une distance 1 sur ms la plus grande possible pour s'éloigner de l'instabilité. Donc, son inverse ms, pardon, oui. Je reviens un petit peu en arrière. Il y a deux choses, je suis en train d'aller un tout petit peu trop vite. Justement, je dois distinguer deux choses. Le pic de sensibilité, il est défini ici dans notre critère de Nyquist comme étant ms est la plus petite distance pour toutes les pulsations. Donc c'est important pour toutes les pulsations. Donc ça, c'est fondamental. Et donc, ms, c'est la plus grande distance pour toutes les pulsations. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ensuite? On a dit que l'objectif, ça allait être de faire quoi? L'objectif pour avoir un contrôle robuste, ça va être d'avoir une grande distance par rapport au point critique. Autrement dit, l'objectif pour faire un contrôle robuste, ça va être d'avoir un 1 sur ms assez grand. Autrement dit, quand on va aller vers un problème d'optimisation, on va parler de maximiser la distance 1 sur ms. Alors faites bien attention, ici quand on va essayer de la maximiser, c'est plus par rapport à la pulsation. Ici, c'est par rapport au choix que l'on peut faire dans le design du régulateur. Donc la variable d'optimisation qu'on va utiliser, c'est la fonction de transfert R de S. Donc c'est fondamental. Regardez bien la différence entre les deux ici. Ici, on essaye de maximiser par rapport à la variable R. Donc on va choisir un régulateur tel que on maximise la distance 1 sur ms, ou bien
on minimise la distance ms par rapport à cette même variable r, ça c'est faire du contrôle robuste, alors qu'ici, on était juste en train d'observer le pic de sensibilité et on l'a défini comme étant la plus petite distance pour toutes les pulsations. Donc il y a bien deux choses différentes, hein, donc faites attention, c'est pour ça que j'étais un petit peu trop vite il y a 2 minutes. Quand on va parler des min et des max, on devra bien faire attention, de temps en temps on va parler de min et de max par rapport aux pulsations, de temps en temps aux min et de max par rapport au design du régulateur, donc ça c'est quand on fera de la commande robuste. Donc je reviens sur le lien entre cette première analyse de Nyquist et ce qu'on était en train de faire tout à l'heure, et je crois que j'étais en vert plus bas. On dit ici que l'objectif pour faire un contrôle robuste, c'est de minimiser ms en choisissant le régulateur. C'est bien la même interprétation que l'on retrouve ici en disant que en choisissant le régulateur, l'objectif va être de diminuer ce pic de sensibilité ms. Donc on sera toujours dans cette même philosophie. Faire du contrôle robuste, ça va être minimiser, donc choisir le régulateur qui va minimiser notre pic de sensibilité ms, ou, pour bien remettre les deux variables liées au min et au max dont on vient de parler, où ms est le max pour toutes les pulsations de 1 plus RH. Alors, je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. Donc, ms est bien le max, et un 1 sur ms serait bien le min. Donc ça, c'est notre deuxième interprétation. Elle fait appel à ce que vous connaissiez déjà, elle fait appel au compromis entre la réjection de bruit et la dynamique du flux de consigne que vous connaissiez déjà. Et vous voyez qu'on revient à chaque fois vers cette même idée d'essayer d'utiliser de l'optimisation pour avoir un contrôle le plus robuste possible. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Pas pour moi. Non. Non. Alors, il y a un truc très intéressant ici. Quand on va essayer d'optimiser, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer effectivement de faire diminuer le ms que je vous dessine ici. Mais on risque d'être calé à un certain moment. Pourquoi? Imaginez que je veux absolument faire diminuer mon pic de sensibilité, donc j'arrive à modifier mon régulateur pour passer de la courbe bleue que vous avez maintenant à une courbe qui serait celle-ci, bleu pointillé. Et imaginez que maintenant, je décide d'essayer d'encore, pour avoir plus de robustesse, essayer d'encore faire baisser ma fonction dans cette zone-là. Si je me contente simplement de faire une optimisation telle que je l'ai fait ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le maximum, ça sera toujours dans cette zone-ci que je l'aurai. Parce que, quel que soit le design du régulateur, si on a quelque chose de stable, etc., mais il n'y a pas grand-chose à en dire, à haute fréquence, on aura toujours que le S va converger vers 1, autrement dit 0 dB, comme on l'a dessiné ici. Autrement dit, si mon critère mathématique dans l'optimisation est d'essayer de minimiser le maximum de la fonction bleue, eh bien à un moment, je ne saurais plus la faire diminuer plus comme j'essaye de le faire ici pour avoir quelque chose d'encore plus robuste, parce que mon critère d'optimisation, il va me dire, bah, de toute façon, c'est cette zone-ci qui définit le pic de sensibilité. Or, ce n'est pas vraiment là qui nous intéresse, on voudrait bien encore le diminuer dans cette zone-ci. Et donc pour ça, on a un petit artifice qui dit, ben, c'est pas grave, on va essayer de tout simplement, artificiellement, faire baisser cette zone-ci qui ne m'intéresse pas. Et donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va tout simplement créer une fonction de pondération, qui est une fonction fréquentielle, parce que je vais pouvoir la dessiner dans ce graphe-ci également. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller dire que, on va aller multiplier la fonction ms par une fonction qui, ben, dans ce cas-ci, dans la première zone ici, c'est 1, parce que je ne veux rien changer du tout, donc je multiplie par 1, parce que de toute façon, ici, elle est déjà assez basse, il n'y a pas grand-chose à en faire. Par contre, ce qui m'intéresserait ici, c'est de la faire vraiment baisser, dans ce cas-ci, de manière à ce que le maximum qui m'intéresse, qui ne sera plus le maximum de la fonction S de S, mais de la fonction S de S fois la pondération fréquentielle que je suis en train de donner, eh bien, de manière à ce que le maximum du produit des deux, donc ce que je suis en train de dessiner ici, c'est un vecteur W, donc pondération, qui est une fonction fréquentielle, eh bien, grâce à ça, grâce au fait que je la fais chuter ici à haute fréquence, eh bien, je suis sûr que le produit des deux, son maximum ne va plus être bêtement donné ici et sera égal à 1. Donc, je vais me retrouver ici avec la possibilité de pouvoir me concentrer sur la zone qui m'intéresse. Donc ça, c'est quelque chose auquel on va donner encore d'autres interprétations, mais souvent, vous allez voir que le problème d'optimisation va donc légèrement dévier, et le problème qu'on avait,
qui était de maximiser ou minimiser, selon les cas. Je reprends ici, minimiser en choisissant le régulateur, le MS qu'on avait, eh bien, ça va être quoi? Ça va être remplacé par ceci. Alors, pardon, je vais oublier une petite notation d'abord. J'ai oublié de vous dire que le MS, souvent, on le définit comme ceci. Mais donc, ce max pour toutes les pulsations, on va pouvoir aussi le réexprimer selon la norme infinie. Cette norme infinie, c'est en fait un max. Donc, c'est vraiment qu'une question de notation. Un max peut être une norme, c'est la définition générale des normes que vous avez vues avec M. De Bruyne. Et donc, cette norme infinie, c'est bien celle-ci qui va être utilisée. Et donc, c'est bien le max, mais par rapport à cette variable-ci, la variable pulsation. Et donc, quand on va réécrire notre problème avec ces notations-ci, j'avais oublié de la définir juste avant, et bien voilà, on va se retrouver avec notre coefficient de pondération ici, notre fonction plutôt de pondération. Et ça va être notre nouveau problème de design de régulateur, vu que l'objectif c'est bien de trouver un régulateur. Merde. L'objectif c'est bien de trouver un régulateur, c'est bien la variable d'optimisation avec laquelle on essaye de minimiser cette fonction de coût. Mais grâce à ça, on peut donner plus d'importance à telle ou telle zone fréquentielle. Et donc, ce qui est important, c'est que grâce à ça, on va surtout, c'est une autre manière de voir plus simple, éviter de tomber dans un cas où on ne saura plus faire baisser le pic de sensibilité dans cette zone-là, parce que de toute façon, ici, on sait qu'on va rester autour de 0. Donc ça, c'est une deuxième interprétation. La première, c'était Nyquist. La deuxième, elle est basée sur l'effet du bruit et l'effet de la perturbation sur la boucle fermée et le compromis dont on vient de discuter. Alors on peut encore donner une troisième interprétation. Et elle explique en réalité, elle, pourquoi est-ce qu'on parle de fonction de sensibilité. Alors on revient sur la même idée. On est toujours évidemment concentré sur notre boucle fermée. Je peux faire ça un petit peu plus épais peut-être. Ça dépend de la taille de votre écran. Hop. On est toujours sur notre boucle fermée avec notre référence, notre régulateur et notre process. Et quand on parle de robustesse, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je vais faire le calcul d'un régulateur pour avoir une boucle fermée en connaissant mon système H. Et donc, j'aurai la boucle fermée qu'on a définie comme étant RH sur 1 plus RH. Et on a appelé fonction de transfert, la fonction de transfert, on l'a appelée fonction de sensibilité complémentaire. Et donc, ça, c'est la dynamique qui lie le suivi de consigne à la sortie Y. Donc, c'est la dynamique. Pardon, c'est la dynamique qui lie la consigne à la sortie, qui est donc la dynamique en suivi de consigne. Et donc la notion de sensibilité, ça veut dire quoi? Mais je voudrais bien savoir comment va être affectée, comment va varier la fonction de transfert en boucle fermée suite à une variation de process H. Je sais que mon système, eh bien, il est toujours partiellement inconnu dans le sens où je ne l'ai jamais parfaitement identifié parce que je n'ai pas le temps de le faire, parce que je fais une hypothèse de système linéaire alors qu'en réalité, il n'y a aucun système qui est linéaire, parce que même si je l'ai bien identifié aujourd'hui, demain, à cause de vieillissement, de frottement, de changement de composants, etc., mon système ne sera pas tout à fait le même. Autrement dit, mon système, eh bien, je dois prévoir qu'il soit légèrement différent du système que j'ai utilisé pour faire le design de ma boucle fermée. Donc on parle de système nominal, c'est celui que l'on utilise pour faire la synthèse du régulateur. Et par opposition au nominal, on va parler de boucle fermée, enfin de réglage robuste, ça sera celui qui va tenir compte de la variation. Alors, l'idée, c'est quoi donc? C'est de dire qu'on voudrait bien voir comment on va varier la boucle fermée, la fonction de transfert T, donc, suite à une variation de fonction de transfert du process. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va tout simplement dire qu'on s'intéresse à la variation relative d'une fonction de transfert. Donc, comment va varier la fonction de transfert de X%, c'est du T sur T, par rapport, lorsque j'ai une variation relative également de la fonction de transfert. Et ça définit clairement pourquoi on appelle cette fonction de sensibilité. C'est comment on va varier ma fonction de transfert en boucle fermée, mon suivi de consigne, lorsque mon système va varier. Donc, on va simplement le réécrire comme ceci. Donc, c'est du dt sur dh. Et qu'est-ce qui me reste? Fois du h sur t. Et le t, il est défini plutôt comme étant RH sur 1 plus RH. Et donc, le t, je peux aussi le redéfinir ici, vu que je vais devoir le dériver par rapport à la fonction de transfert. Alors, je dérive comme si c'était des scalaires, même si c'est des fonctions de transfert. On peut le faire. Il n'y a pas grand-chose à discuter là-dessus, même si j'espère que ça vous étonne quand même un petit peu. Donc, la dérivée de t fois h sur RH. Et ce truc-ci, je peux le refaire passer au-dessus.
Comme ça, c'est correct. Donc j'ai la dérivée d'un quotient de fonction. Ben donc on sait que c'est le carré de la fonction du dénominateur. La dérivée du dessus par rapport à h, donc il me reste r, fois le dénominateur qui est 1 plus rh, moins, donc la règle de dérivée des quotients. La dérivée du dessous par rapport à h, donc c'est r, fois le numérateur qui est rh. Et on traîne ici toujours h sur rh, 1 plus rh. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a pas mal de choses qui vont se simplifier. Hein. Ce paquet-ci va tomber avec ça, ça va tomber avec ça. R peut être mis en évidence et faire tomber ça. Et donc qu'est-ce qui me reste finalement? Il me reste 1 plus RH moins RH sur 1 plus RH. Ah ben, ça et ça tombe. Et donc, on confirme bien que la fonction de transfert qu'on utilise depuis le début, ben, c'est bien celle qu'on retrouve ici, mais on lui donne une troisième interprétation qui est vraiment fondamentale, c'est que cette fonction de transfert, eh bien, elle vous exprime dans quelle mesure la boucle fermée va être sensible à une variation de process. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est important, que cette fonction, vous voyez que cette fonction, c'est vraiment celle qui est au cœur de tout ce qu'on est en train de faire ici, cette fonction est une fonction du régulateur. Ça veut dire quoi ça? Ben, c'est vraiment fondamental, parce que ça veut dire qu'en choisissant de manière adéquate mon régulateur, eh bien, je vais pouvoir essayer de diminuer la sensibilité de ma fonction de transfert aux variations de process. Et c'est ça qu'on appelle avoir un contrôle robuste. C'est un contrôle qui reste stable, même lorsque j'ai une variation de process H. Pourquoi? Ben, grâce au fait que j'ai fait un choix de R, un choix de régulateur, qui m'a assuré une bonne robustesse grâce au fait que j'aurai une faible sensibilité. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Cette sensibilité, voilà, sa troisième interprétation, elle est encore plus claire que les autres, mais tout ça est bien lié. C'est l'influence d'une variation du process, un vieillissement, si on veut, ou un changement de composant, etc., sur la dynamique de la boucle fermée. Alors, petite remarque, ici, on parle Excusez-moi, principalement... monsieur. Oui. J'ai juste une petite question. Quand vous parlez de variation de process, qu'est-ce qu'exactement vous entendez par là, par exemple? Est-ce que c'est si le modèle n'est pas bien défini, c'est ça que vous voulez dire ou... Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure. On part d'un système H dont on croit connaître la fonction de transfert parce qu'on a l'a identifié, etc. Mais c'est clair que le système H, il est jamais parfait. On va voir, on va le voir après sous d'autres notations, mais en réalité, le système, ça va pas être H. On aura une erreur de modélisation, un delta H. Pourquoi? Ben, parce que j'ai pas bien identifié. Si j'ai par exemple essayé d'identifier en faisant une réponse indicielle, voilà la réponse indicielle de mon process. Et voilà la réponse indicielle, si je reprends ce que vous connaissez bien, voilà mon broïda par exemple. Voilà le broïda que j'ai trouvé. Et volontairement, je le dessine assez, un petit peu différent. Mais donc, on est bien clair qu'il y a une différence entre la fonction de transfert réelle, que j'ai dessinée en noir, et la fonction de transfert que j'ai identifiée. Ça, c'est celle que j'ai identifiée, c'est H. C'est je fais l'hypothèse que mon système a cette fonction de transfert-là. Sauf que vous voyez bien qu'en noir, j'ai pas la même dynamique. J'ai une dynamique qui est à peu près ça, mais donc il y a un écart, il y a une erreur. Ok? Ok, ouais, ouais, merci. Donc, effectivement, pour revenir à ce que je disais et ce que tu viens de répéter aussi, ce delta H, d'où il vient? D'une erreur de modélisation, de simplification. On sait qu'on fait des hypothèses de linéarité, etc. Et également d'un vieillissement de composants, d'un changement de composants, d'une influence de température extérieure qui va faire qu'un composant devient plus rigide lorsqu'il fait froid, et donc le comportement dynamique d'un robot est affecté par ça, etc., etc. Donc, il y a des tonnes de raisons pour lesquelles on va avoir une différence entre l'hypothèse que l'on fait au moment du design du régulateur et ce qu'est réellement le système, et donc le comportement réel de la boucle fermée. Et donc, c'est tout ça qu'on essaye d'exprimer ici, c'est le fait que lorsque je vais avoir une variation de système, une variation de process finalement, mais c'est tout à fait comparable au delta H que j'ai dessiné au-dessus. Hein. Sauf que le petit delta, il nous permet de le traiter de manière plus précise mathématiquement, mais finalement c'est exactement la même chose. Hein. C'est une variation de système autour de ce qu'on croit être le système. Ça va? Oui. Oui. Donc ça, c'est la troisième interprétation qu'on peut faire, mais donc j'insiste, finalement, on revient toujours à la même conclusion, parce qu'une fois qu'on a dit
que ça, c'était la fonction de sensibilité, mais c'est clair qu'on a intérêt à de la minimiser. Donc, même conclusion, l'objectif pour faire du réglage robuste, ça va être de minimiser, en choisissant un bon R, de minimiser, de minimiser la fonction de sensibilité, plus précisément, de minimiser le pire cas, donc la plus grande, la pointe finalement, dans cette fonction-là. Donc, de minimiser ce qu'on appelle le pic de sensibilité, donc la plus grande amplitude dans le diagramme dont on parlait ici. Et je voulais encore une fois clairement faire apparaître, vu qu'on prend R ici comme variable d'optimisation, donc ça montre bien qu'on va pouvoir utiliser comme degré de liberté le régulateur ou les paramètres du régulateur. Et donc c'est clair que si on fait ça, c'est que ce que l'on veut optimiser est une fonction de ceci. Et encore une fois, très clairement, oui, c'est une fonction de ceci. Par contre, c'est pas une fonction super sympa ce machin-là. Parce que même si c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, R, c'est pas un scalaire, c'est pas une fonction. R, c'est une fonction de transfert, donc c'est plus complexe que ça. Et en plus, et c'est surtout ça qui m'embête ici, R apparaît au dénominateur, et donc quand je vais faire de l'optimisation, c'est pas une optimisation super simple. C'est pas une optimisation, pour reprendre les termes que vous avez vus avec M. De Bruyne, c'est pas une optimisation qui va être convexe. Et donc, une des choses qu'on va faire, et vous allez voir que ça va revenir plusieurs fois dans la suite, c'est d'essayer de changer notre variable d'optimisation de manière à tomber sur un problème convexe. Eh bien ça, c'est quelque chose qu'on va souvent faire. Et premier exemple, pour le montrer ici, c'est ce qu'on va appeler travailler avec la paramétrisation d'Euler. Je ne sais jamais comment ça s'écrit, mais ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est qu'on va de nouveau avoir un problème de minimisation, mais on va changer la variable d'optimisation. Cette variable d'optimisation Q, qu'on va appeler paramétrisation d'Euler, ça va évidemment être une fonction de R, vu que c'est un changement de variable dans ce qu'on veut faire ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme fonction de R? Eh bien, on va prendre comme fonction de R, H, sur 1 plus RH. Alors, je vérifie, parce que je ne sais jamais si c'est H au dénominateur ou au numérateur. De toute façon, on le verrait plus tard si je me trompais, mais je n'ai pas envie de faire des allers-retours. Donc, je vérifie que je l'ai mis directement dans le bon sens. Voilà, je fais bien de vérifier, parce que c'est pas celui-là que je voulais mettre, c'est celui-ci. Alors, vous allez voir que ça va bien tomber, entre guillemets, donc c'est ça qui explique qu'on fasse ce choix-là. Alors, bien tomber, ça veut dire quoi? Là, j'ai exprimé Q en fonction de R. Je vais du coup préparer le terrain pour revenir à l'envers après et exprimer R en fonction de Q. Donc pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Si je remets ceci de l'autre côté, qu'est-ce qui va me rester? Ça fera du Q. 1 plus RH est égal à R. Autrement dit, Q plus Q, RH est égal à R. Donc si je mets R en évidence, j'aurai du 1 moins QH est égal à Q. Autrement dit, R est égal à Q sur 1 moins QH. Donc ça, c'est ce que je devrais faire après pour trouver mon régulateur. Parce que si j'arrive, c'est mon objectif, à résoudre mon problème d'optimisation en la variable Q, chouette, j'aurai mon Q optimal, mais ce que je veux implémenter, c'est un régulateur. Mais c'est ici que vous avez le lien entre les deux. Donc ça, c'est ce qu'on aura besoin après. Donc finalement, maintenant, ça, c'est résolu. Maintenant, on peut voir pourquoi est-ce qu'on avait un intérêt à changer de variable et à prendre cette paramétrisation-là, autrement dit, ce choix de changement de variable. On travaille sur S, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de S? S, c'est 1 sur 1 plus RH, on l'a déjà dit assez depuis. Et comme on veut réexprimer le problème en fonction de la variable Q et pas en fonction de la variable R, on vient de calculer le lien entre guillemets entre les deux. R, c'est Q sur 1 moins QH fois H. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ouais, je vais tout mettre sur du 1 moins QH en dessous. Comme ça, au-dessus, j'aurai encore mon QH ici. Et ici, je fais apparaître du 1 moins QH. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que ceci et que ceci tombent. Autrement dit, qu'il me reste que 1 ici. Et donc, ceci devient ceci. Et ça, c'est assez joli. Parce que ça montre que la fonction de S, la fonction S de Q, est plus simple que ce qu'on avait avant. Q apparaît ici de manière beaucoup plus propre. Il n'est pas au dénominateur, par exemple. Et donc, le problème que l'on va attaquer ici est le même, sauf qu'on réexprime ceci de la manière suivante.
Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on optimise pour faire de la régulation robuste. Et tout comme on l'a montré plus haut, dans le diagramme fréquentiel, on avait montré ici qu'on pouvait avoir intérêt à utiliser des coefficients de pondération. Et bien, c'est quelque chose qu'on va aussi systématiquement prévoir. Et donc ici, on va dire que ça nous intéresserait dans cette optimisation de pouvoir donner plus ou moins d'importance à telle zone fréquentielle, et donc de laisser de la place à une fonction de pondération. Donc je répète, c'est pouvoir donner plus ou moins d'importance à telle ou telle zone fréquentielle. Typiquement, dans mon exemple tout à l'heure, je voulais donner moins d'importance à ce qui était à très haute fréquence pour donner plus d'importance dans la recherche à moyenne fréquence. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle faire de la commande robuste ou de la commande en H infini. H infini faisant référence à cette norme infinie qu'on utilise depuis le début, qui n'est rien d'autre que chercher le pic de. Donc voilà l'introduction en long et en large de cette notion de sensibilité. Donc, si on revient un petit peu en arrière, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a tout simplement donné 3 interprétations à la même fonction de transfert S. La première était basée sur le diagramme de Nyquist et simplement un calcul de distance, hein, c'est très direct pour montrer la marge que j'ai en stabilité en disant que je suis plus ou moins loin du point critique. On a fait le lien avec les marges de gain, marges de phase. Ensuite, on est revenu plus dans un aspect fonction de transfert lié à la dynamique de suivi de consigne, réjection de perturbation et réjection de bruit. On a parlé du compromis et du fait que, heureusement, on avait travaillé de manière différente à haute fréquence et à basse fréquence, enfin travaillé, qu'on avait des objectifs différents à haute fréquence et à basse fréquence. Et puis, on est revenu sur cette notion également très directe, hein, de comment est-ce que ma boucle fermée est affectée par une variation de mon process. Et c'est vraiment elle qui donne cette signification plus directe de sensibilité. Pourquoi est-ce qu'on parle de sensibilité? C'est clairement dans cette notion de dérivée et de comment on varie tel truc suite à une variation de tel autre truc. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non, pas pour ma part. Non? Dites-moi un petit peu ce qui est de la répétition par rapport à ce que vous avez déjà fait ou pas. Marge de gain, marge de phase, vous aviez déjà parlé de ça en long et en large. Je crois que cette fonction de sensibilité, vous l'aviez déjà abordée, mais pas dans les détails. Est-ce que vous pouvez me confirmer que cette année, effectivement, ça a bien été le cas aussi, comme l'année un peu spéciale? Oui, c'est ça. En fait, on a vu vite fait la fonction de sensibilité, enfin vite fait, on l'a vu, complémentaire, etc. Mais pas dans une optique d'optimisation ou quoi que ce soit. Donc plus une optique d'analyse, donc on revient sur le fait que c'est un critère pour faire de l'analyse de stabilité. Ben, si je regarde cette distance-là, ça me permet de donner ma marge de stabilité. Je ne fais pas de synthèse de régulateur, je ne fais pas d'optimisation, comme tu dis, mais ça me permet de donner quelque chose de plus fort que marge de gain et marge de phase pour caractériser cette stabilité. Vous aviez fait ça en troisième avec M. Rouchard? On a fait ça en digital control, en fait, au Q1, en fait, avec Monsieur De Bruyne. D'accord. Ah oui, ok. Mais vous en aviez déjà parlé en troisième avec M. Rouchard aussi ou pas? Oui, également, mais là, beaucoup moins en détail, avec Monsieur De Bruyne un peu plus en détail, et maintenant ici. Magnifique. Donc ça, finalement, c'est une grosse introduction, mais on a quasiment tout dedans là-dessus. Et on a surtout notre objectif principal, qui est encore une fois de faire de l'optimisation. Et quand on parle d'optimisation, ben, vous en avez déjà parlé énormément avec Monsieur De Bruyne, la forme du problème est super importante, parce que selon la forme du problème, eh bien, je peux déjà garantir que j'ai une solution ou pas, qu'elle va être unique ou pas, et qu'elle va être facile à trouver ou pas. Et c'est cette notion de convexité qui est vraiment fondamentale. Donc en résumé, la convexité, telle que vous l'avez vu avec Monsieur De Bruyne, c'est une propriété qui fait que vous n'avez qu'un seul optimum. Donc l'optimum que vous allez trouver, quelle que soit sa méthode, si vous en trouvez un, vous êtes sûr que c'est l'optimum global, parce qu'il n'y a qu'un optimum global qui est donc aussi local. Donc non seulement il y a cette garantie de solution optimale, mais en plus il y a des algorithmes très pratiques qui permettent de travailler avec ça. Alors, donnons encore une autre interprétation, mais finalement on va commencer à aller un petit peu plus dans le détail aussi. Parce que ici, on parle de variation de process. Je vais essayer d'être un petit peu dans le lien dans la suite de ce que j'ai fait pour si je vais revenir. Donc, je tire un petit peu une ligne. On va encore voir autre chose que l'on peut faire avec ça, une autre interprétation. Et cette interprétation, c'est directement basée sur l'erreur de modélisation. Donc ici, on a dit, jusqu'ici, bon, on a un petit delta H, où on a dit, ouais, ou une variation une variation
de H. Une autre manière de dire, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir un process nominal, alors on va l'appeler H0, mais il va être différent de notre process H qui sera notre vrai process. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? On pourrait tout simplement dire que H0, que H, pardon, est H0, donc notre nominal plus notre delta H, pour faire le lien avec ce qu'on avait dit ici avant. Mais vous allez voir que c'est plus pratique de le réexprimer comme étant H0 nominal, et H réel est donc finalement un peu inconnu hein, pour le raisonnement qui va suivre. Alors, le raisonnement qui va suivre, il revient de nouveau sur Nyquist. Qu'est-ce qu'on fait ici? Dans Nyquist, on dit « Ah, je m'intéresse à la robustesse ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire la synthèse d'un régulateur pour essayer d'avoir une certaine marge de stabilité, autrement dit une certaine distance par rapport au point critique, et encore une fois ici, ceci, cette distance, dans Nyquist, c'est à chaque fois R fois H. On va appeler ça aussi L, comme fonction de transfert de la chaîne directe. Alors commençons par ce que l'on connaît, le système nominal, hein, celui que j'ai identifié. Je fais l'hypothèse que le système a vraiment cette tête-là. Donc ça, c'est mon H0, qui va donc me donner une chaîne directe de fonction L0. Et ce qu'on va dire ici, c'est, oui, mais attention, encore une fois, je m'intéresse à la robustesse, et donc je sais que le système réel va être différent. Eh bien, on va essayer de se donner des bornes sur l'écart que je peux avoir entre le système réel et le système nominal, tel que je sois encore stable. Donc, ça va devenir plus clair dans 2 minutes. Je redessine ici un deuxième contour de Nyquist qui est dessiné pour le même régulateur, mais pour un process différent. Autrement dit, en noir, celui que j'ai déjà dessiné ici, eh bien, c'est la théorie, c'est voilà le comportement du système H0 lorsqu'il est en boucle fermée avec R, mais pour un même régulateur R, si mon système H0 n'est pas H0, mais est H, eh bien, je vais avoir un comportement différent. Et donc, je vais avoir une courbe différente dans le diagramme de Nyquist. Ça, c'est le même régulateur, mais un système qui est différent. Autrement dit, ma courbe L. Et donc ici, on va pouvoir regarder quelles sont les erreurs que l'on peut se permettre pour chacune des fréquences. Alors, pour être plus clair, l'erreur que je peux me permettre, c'est quoi? C'est la différence entre les deux. Ça, cette ligne-là, c'est la différence, et c'est la grandeur de cette ligne, c'est la différence L moins L0, donc c'est l'erreur de modélisation. Et attention, pour que ça ait un sens, le point que je note ici et le point que je note ici sont aux mêmes fréquences, aux mêmes pulsations. Et donc cette fonction-ci, vous voyez bien qu'elle est fonction de la pulsation, hein. Si je fais la même chose à une autre pulsation, eh bien j'aurai une distance qui est différente. Autrement dit, L moins L0, le module de L moins 0, je vais devoir m'y intéresser pour toutes les pulsations. Et qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, si j'ai garanti que ma chaîne, que ma boucle fermée nominale était stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sûr que ma courbe noire ne passe pas du mauvais côté de l'instabilité, du point critique. Et comment est-ce que je peux aussi le montrer? Je peux de nouveau aller rechercher mon pic de sensibilité. Donc mon dessin n'est pas super précis ici, mais encore une fois, vu que ceci, c'est ma distance 1 sur ms, ça sous-entend que j'ai été ici rechercher le point qui est le plus proche de tous les points de la courbe noire, donc celui qui est le plus proche de mon point critique. Et donc qu'est-ce que je peux donner comme ordre de grandeur sur ce que je peux me permettre comme erreur de modélisation pour être sûr de ne pas être du côté de l'instabilité? Je vais tout simplement regarder de nouveau, travailler sur des distances, hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça, c'est la distance que j'ai par rapport au point critique, mais je peux aussi la calculer pour chacune des fréquences, et si je fais ça pour chacune des fréquences, regardez ici ce que ça va me donner, mais je vais encore rechanger de couleur pour ne pas me mélanger les pinceaux. Tac, tac, tac. Cette distance-là, je vais aller la rechercher ici. Donc faites attention, celle que je dessine en bleu, c'est pas le 1 sur ms, parce que elle existe pour toutes les fréquences, tandis que le 1 sur ms, c'est pour une seule fréquence, c'est le point le plus proche. Mais pour toutes les fréquences, donc je le note directement parce que ça va être fondamental, pour toutes les fréquences, je peux donner comme critère de stabilité pour ma chaîne directe réelle H, sachant que ma chaîne nominale est stable avec H0, eh bien je peux donner comme critère que si cette distance-ci est plus petite que cette distance-ci,
pour toutes les fréquences, eh bien, je suis sûr que ce point-ci ne va jamais aller se balader de l'autre côté de l'instabilité. Donc, c'est vraiment purement géométrique, encore une fois. C'est l'avantage de Nyquist. Ici, ça, c'est la marge de stabilité que j'ai pour cette fréquence-ci. C'est la distance que j'ai par rapport au point critique. Eh bien, donc, si je regarde la distance, l'erreur de modélisation L moins L0 pour cette même fréquence, donc je fais vraiment tout ça pour une fréquence ou une pulsation. Si cette distance-ci est plus petite que cette distance-ci, eh bien, je suis sûr que je vais rester de ce côté-ci de mon point critique. Et donc, je vais essayer d'écrire ça. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire que ma condition de stabilité, c'est que l'erreur de modélisation, pour toutes les fréquences, elle doit être plus petite que la marge que j'ai pour cette fréquence-là. Et la marge que j'ai, encore une fois, c'est l'autre distance qui m'intéresse. Et ça, de nouveau, hein, comment est-ce qu'on peut calculer la distance bleue ici? Eh bien, c'est 1 plus RH. C'est 1 plus RH qui me donne cette distance-ci. Et donc, je finis ce que j'étais occupé à mettre ici. 1 plus, pas RH, je vais être cohérent, L0. Et c'est bien correct. Et puis en général, quand on parle d'erreur de modélisation, hein, ce que vous voyez sur ce terme-ci, c'est plus facile de parler en pourcentage, parce que sinon on est toujours un peu dans le flou, avec des problèmes d'unité, etc., etc. Donc pour parler en pourcentage, il suffit tout simplement de diviser ça par L0, son module, et du coup, pour que ça reste correct, je dois faire ça de ce côté-ci aussi. Et donc, cette erreur de modélisation relative, hein, divisée par L0, on va lui donner un petit nom, et encore une fois, ici, on va dire que on appelle ça W, c'est l'erreur de modélisation, et encore une fois, c'est pour toutes les fréquences, donc c'est une fonction fréquentielle, c'est la fonction d'erreur de modélisation. Et qu'est-ce qu'on a fait apparaître ici? Ceci, finalement, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que 1 sur T. Ben oui, 1 sur T, c'était 1 sur RH sur 1 plus RH, mais c'est clair que dans les notations qu'on a ici, ceci c'est L ou L0, ceci c'est L ou L0. Autrement dit, j'ai 1 plus L ou L0, pour être plus correct, je vais mettre du 0 partout, sur L0. Donc je retrouve bien mon T ici, à l'envers, alors j'ai qu'à le mettre de l'autre côté. Hein. Et donc si je le mets de l'autre côté, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste W oméga S fois, j'avais le T inversé, donc quand il revient ici, il revient à droite, plus petit que, j'ai plus rien de l'autre côté, j'ai plus rien de l'autre côté pour toutes les fréquences. Et bien de nouveau, on se retrouve ici avec cette même notion, pour toutes les fréquences, je dois vérifier que ceci est plus petit que 1. Autrement dit, si je veux essayer d'avoir quelque chose le plus robuste possible, il faut absolument, alors il ne faut pas que je me trompe, parce que des fois c'est dans un sens et des fois c'est dans l'autre, si ça doit être plus petit que 1, il faut absolument que ceci soit minimisé pour garantir qu'il soit plus petit que 1. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut garantir que le plus grand de ces trucs-là soit le plus petit possible. Et donc, de nouveau, on se retrouve sur un problème d'optimisation en termes de régulation. Avec comme variable, on aura de nouveau notre régulateur. Hein. On va choisir notre régulateur pour faire quoi? Eh bien, minimiser le pire cas de ce qu'on vient de définir ici, donc W fois T. Donc, encore une fois, on revient sur un problème d'optimisation qui a toujours à peu près la même forme. La différence ici, c'est qu'il est exprimé en T, alors qu'avant, il était exprimé en S, mais comme on a vu qu'il y avait un lien entre les deux, eh bien, c'est tout à fait cohérent de pouvoir travailler avec soit l'un ou avec soit l'autre. Alors, je regarde ce que je veux faire après pour être sûr de ne pas m'arrêter n'importe quand, parce que ça va bientôt être le cas. Tac, 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 tac. Et donc, non. Je vais arrêter ici pour pouvoir recommencer un paquet cohérent la fois prochaine, mais je voudrais quand même prendre 2 secondes pour revenir sur l'interprétation fréquentielle, parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous avez un peu discuté de ça, mais c'est quelque chose de vraiment fondamental sur lequel on devrait avoir un peu plus de temps. Quand on vient ici parler de notre stabilité, on a dit qu'on parlait de robustesse. En réalité, et donc simplement de garantir une stabilité, en réalité, cette approche telle que vous la voyez ici dans le diagramme fréquentiel, on peut la faire aussi pour faire du design. Parce qu'en réalité, il y a déjà beaucoup de choses qui sont présentes ici. Si je redessine la même chose ici,
pour redémarrer proprement. On a en fonction de la pulsation, on a du 1 ou du 0 dB. Et donc on a dit typiquement notre fonction de sensibilité complémentaire, hein, qui est la dynamique en suivi de consigne, elle était ici. Alors, on a un peu parlé de la complémentarité entre les deux, qui fait que le petit frère, il doit faire ça, ok, d'accord. On a parlé du critère de stabilité qui dit qu'on a intérêt à repousser le pic ici le plus bas possible. On a parlé du fait que si on voulait aller plus bas que ceci, avec le coefficient de pondération, on pourrait y aller, sinon on risquait d'être bloqué un peu bêtement. Ok, tout ça a été dit, mais on peut faire plus de choses avec ça. Si je vous demande par exemple, si on vous donne un cahier des charges avec un temps de réponse, comment est-ce que vous pourriez dire qu'il faut modifier ça pour pouvoir imposer d'avoir une fonction de sensibilité ou de sensibilité complémentaire, l'une ou l'autre, vous avez vu qu'elle était liée, qui va plutôt être comme ceci ou comme ceci par exemple, ou comme ceci. Ah non, celle que je viens de faire, ça, je vais sûrement pas faire, parce que là j'aurai le problème dont j'ai déjà parlé. Donc je reviens sur mes trois premières ici, et je vous pose la question, si on vous donne un temps de réponse dans votre cahier des charges, et que pour la synthèse du régulateur, c'est bien de ça qu'on est en train de parler ici, hein, on va en tenir compte ici en fréquentiel, de manière à tenir compte en un coup, et de l'aspect stabilité robuste, et de l'aspect temps de réponse. Mon temps de réponse, il est où ici? Euh, ben, C'est une question d'examen de maturité, ça. euh, Oh, ouais. Mais la discussion est fondamentale. ben dans la fonction bleue se cache. Tu peux le faire comme tu veux, c'est la bleue ou la noire, parce que finalement, elles sont complémentaires. Donc, si tu me dis qu'il y en a une qui doit être grande ici, ça veut dire que l'autre doit être basse là, et c'est pas, ça revient Et un peu près au même. quand vous voulez dire temps de réponse, vous voulez dire. Enfin, je vois pas très bien ce que vous voulez dire par là, en fait. Eh ben, je voudrais imposer, pour te donner un exemple, un temps de réponse pour mon système en boucle fermée. Je veux un temps de réponse qui soit égal ou plus petit ou égal à 30 secondes sur mon process. Hmm. Comment est-ce que tu vas pouvoir me dire ici, ah bah attention, alors il faut faire attention à ça. Si on est en temporel, il n'y a pas de problème. Si on est en fréquentiel, c'est moins délicat, mais l'information est là aussi, hein. Où est-ce que je vais pouvoir voir mon temps de réponse ici? Euh, euh, Ah, t'es tout seul? ouais, je suis seul. Ah bah, c'est rien dit, ça. Euh, Comment je, est-ce qu'on va je- pouvoir, si tu avais deux exemples, donc je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, je refais un deuxième process pointillé, celui-ci, et le petit frère en S, on a dit qu'il devait être complémentaire, hein, donc si celui-là descend plus vite, l'autre doit monter plus vite. Et quand il y en a un qui devient à peu près nul, l'autre doit à peu près arriver à zéro. Ça devient un peu dégueu, mais c'est ça l'idée. Est-ce que c'est le pointillé ou le plein? Très plein ou très pointillé qui est le plus rapide? Et ça répondra du coup à la question. comment ça? Est-ce que c'est le plus rapide? Je peux pas te faire la question autrement. Tout est dedans. Non, mais Entre la fonction de transfert T en très plein ou la fonction de transfert T en très pointillé, donc entre celle-ci et celle-ci, quelle est celle des deux qui a un temps de réponse le plus rapide? euh, c'est là en pointillé. C'est J'ai l'entrée. loupé. C'est spécifique. Ouais, t'es sûr? Ben, pour moi, enfin, en fait, ce que je comprends, c'est que le diagramme de Bode, techniquement, tout ce qui monte, c'est le gain. Pour chacune des fréquences. Ouais, Et donc je vois donc, il te pas. montre qu'à basse fréquence, on laisse fort passer le signal. Par contre, Mhm. il te montre qu'à haute fréquence, on laisse plus passer le signal. Ah non, on a même discuté du fait qu'on voulait absolument, pour éviter l'influence du bruit, qu'on voulait absolument ne pas laisser passer le signal. Ouais, c'est ça, mais je vois pas en quoi est-ce que ça influence la rapidité du. Mais un système dont la fonction de transfert laisse passer l'autre fréquence, c'est un système qui va réagir plus vite. La preuve, pour revenir à ce que vous avez fait il y a 5, 6, 10 ans, si tu dessines la fonction T de S pour un premier ordre, tu sais que tu vas avoir ceci en approximation asymptotique et Ouais. ceci en vrai. Et ceci, c'est quoi?
C'est la fréquence de. C'est la fréquence Pur. de coupure. Ouais, de coupure. Ouais, et tu te souviens de l'expression qu'on peut lui donner par Ah, et rapport c'était au... 1 sur T. Non, Bah, exactement. ouais, ça, ouais, en effet, ouais, ok, maintenant. Exactement. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si tu as un système pour lequel tu veux réagir vite, autrement dit avoir une petite constante de temps, ben, comme c'est 1 sur, tu vas avoir quelque chose qui est Ouais, grand. Et donc, ça veut bien dire que ceci est un système qui va réagir plus vite que le noir. Mais c'est assez logique d'un point de vue plus basique aussi, hein. On laisse plus passer les hautes fréquences. Et donc, ça veut dire qu'on laisse passer les composantes rapides du signal. Donc, pour revenir à ma question, ce genre de diagramme-ci, on peut l'utiliser de manière encore plus puissante que ce qu'on est en train de faire ici. Pas simplement regarder la stabilité et la stabilité robuste, mais on peut également directement donner des critères de design du régulateur dans le domaine temporel. Et donc, on peut faire des synthèses fréquentielles ici, c'est ce qu'on appelle faire du loop shaping. Donc, on va donner une certaine forme à ce truc-là. Et donc, on va lui dire, par exemple, ah, attention, je veux que ma fonction de transfert T de S, eh bien, je veux déjà, pour assurer une erreur statique nulle, je vais changer de couleur parce que j'ai déjà mis du jaune, je veux absolument qu'elle soit au-dessus de ceci. Ça, ben, c'est pour assurer qu'on aille vers 0 ici, et c'est l'intégrateur qui va nous mettre dedans. Donc, je ne peux pas être plus bas. Mais en plus, pour m'assurer d'avoir une certaine rapidité, eh bien, je vais dire que la fonction de transfert T ne peut commencer à descendre que ici, pour ne pas avoir des problèmes de bruit dont on a parlé, ou si je veux avoir quelque chose de plus rapide, eh bien je vais dire non, 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 moi je veux que ma fonction noire, elle soit au-dessus de ceci. Et donc, quand on va faire le design du régulateur, ben, normalement, la fonction noire que vous avez ici, eh bien, elle va devoir normalement réussir à passer au-dessus de la barrière rouge qu'on lui a donnée. Et donc ça, c'est une manière aussi d'imposer des critères temporels dans ce diagramme-là. Donc c'est assez intéressant d'essayer de tout faire dans le même diagramme, parce que, enfin dans le même espace. Si on s'amuse à analyser le temps de réponse dans un espace et le j'ai perdu ma phrase dans autre chose, le temps de réponse dans le domaine temporel et la stabilité dans le domaine fréquentiel, etc., bah, ça commence à être compliqué, voire même un peu foireux. Donc, c'est intéressant de pouvoir essayer de tout faire dans le même outil et assez visuel ici. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle faire du loop shaping. On peut non seulement essayer de diminuer, pour revenir à ce qu'on avait dit ici, ce pic de sensibilité, mais on peut aussi essayer d'assurer un certain temps de réponse. Pourquoi? Bah, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, si on essaye de trop diminuer le pic ici, donc je reviens ici sur ma courbe bleue, on a dit que pour la robustesse, on avait intérêt à le coucher. Ah ok, d'accord, bah alors je vais essayer je vais essayer de le coucher. Et si je le couche comme ceci, qu'est-ce qu'on va avoir? Attendez que... Oui, c'est pas ça que je voulais faire. Si je le couche comme ceci, en regardant que la stabilité, je peux le coucher comme ceci. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le noir, par complémentarité, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Et donc, vous voyez que l'endroit auquel il va tomber, et donc son temps de réponse vont être affectés. Donc, il faut absolument essayer de tenir compte en même temps de, OK, je veux assurer la robustesse en diminuant ceci, mais je veux aussi tenir un gabarit, donner des instructions, des contraintes à ma fonction en termes de fonctions de sensibilité complémentaires pour essayer de respecter un cahier des charges dans le domaine temporel. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on aura le temps de faire. Maintenant, comme ça, vous voyez un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire en plus avec tout ça. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, non, non. Non, c'est bon. Merci. Ok. Ah ben, la semaine prochaine, ou je ne sais pas quand. Oui, la semaine prochaine, on reviendra vers la commande prédictive pour voir, ben tiens, ok, on a plein d'outils ici. Qu'est-ce que ça donne si on voulait faire une robustesse de commande prédictive? Et on va évidemment revenir encore une fois vers le fait que, ah, mais ce polynôme C de Q-1, c'est quand même quelque chose de très 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 pratique pour la robustesse. On l'a déjà dit de manière plus intuitive. Ici, ben, on va vraiment faire le lien entre toute cette théorie de la robustesse et ce polynôme C pour voir que faire avec le polynôme C pour assurer la robustesse d'une commande prédictive. Alors, il y a certains trucs qui seront spécifiques pour la commande prédictive, mais beaucoup de choses seront assez générales pour les régulateurs linéaires sous forme RST. Donc, ça sera plus général que la commande prédictive, même si on la prendra comme exemple pour essayer de la tirer le plus loin possible dans son analyse. Voilà, si tu n'as pas de questions, tu as gagné 3 minutes. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir. Oui, oui. Bonne journée.